Bonjour, bienvenue à cette 48e web émission. Bonjour Aaron, Salut Philippe, ça va bien? ça va très bien, merci. Donc, encore une fois, ce mois-ci, nous allons répondre à 3 questions de notre auditoire. La première question nous vient de David qui se demande qu'est-ce qu'on pense de l'entreprise Etsy. Il aimerait qu'on effectue certaines comparaisons avec Amazon. Donc, il se demande qu'en est-il de sa croissance potentielle et qu'en est-il de son évaluation? Etsy, c'est un magasin en ligne où est-ce que des artisans peuvent mettre en vente leurs marchandises qu'ils ont fabriquées à la main, la plupart du temps de chez eux. Donc, ils peuvent mettre ça en vente sur le site web. Euh, Puis, Etsy va se prendre une commission en tout et partout de 17% à peu près sur les ventes. En échange, Etsy va amener un trafic à ces artisans-là. Donc, c'est un peu ça le modèle d'affaires. Je dirais que par rapport à Amazon, le type de marchandise sur Amazon, c'est plus des produits, de la marchandise générale qu'on va acheter fréquemment. Donc, la fréquence des achats sur Amazon, c'est peut-être une fois par semaine, une fois au mois. Etsy, c'est plus de la marchandise, je dirais, qu'on ne va pas retrouver sur Amazon parce que c'est plus des artisans, c'est des marchandises uniques. Puis la fréquence d'achat est beaucoup moins élevée. Donc, je pense que 60% des acheteurs sur Etsy achètent seulement une fois par année. Euh, alors, je pense que les deux peuvent coexister ensemble. Euh, Amazon, même, ils ont essayé de concurrencer Etsy depuis 5 ans avec Amazon Handmade. Je crois pas que ça a eu un si gros succès que ça, parce que je pense pas que les consommateurs associent Amazon avec des produits artisanaux fabriqués à la main. Je pense qu'Etsy a réussi à cultiver cette image-là auprès des consommateurs. Et c'est aussi grâce à leur avantage concurrentiel. Plus on a d'artisans, plus on a d'acheteurs, plus on a d'acheteurs, plus on a d'artisans, puis ça crée une sorte de cercle virtueux qui devient difficile à détruire même pour un concurrent comme Amazon. Tout à fait. Puis je pense que Etsy sont à une taille où ils ont relativement aux autres joueurs dans le marché, selon moi, sont beaucoup plus gros. Alors, ça devient difficile de détruire ce cercle-là. Et il ne faut pas oublier que je reviens à cet avantage-là, même si la fréquence d'achat n'est pas si élevée que ça, les items qui sont vendus sur Etsy, il y en a 65 millions, puis c'est quand même des items uniques que tu ne retrouveras pas ailleurs nécessairement. Alors, tu dois aller sur Etsy pour les trouver. Alors, je pense que ça fait vraiment partie de leur avantage concurrentiel. Et je pense que la croissance, l'évaluation, ils peuvent croître pendant quand même assez longtemps. Je crois que la statistique qu'ils donnent, c'est que c'est un marché adressable d'à peu près 100 milliards qui croît de 15% là, en ligne. Et donc, avant le COVID, Etsy avait une croissance de 30%. Alors, on peut faire peut-être un estimé rapide, réaliste, là, dans les 5 prochaines années, si Etsy croît de 20%, puis va chercher un multiple de 25 fois des profits à l'année 5, ça pourrait donner un rendement de à peu près 8% annuel. Ouais, mais Aaron, Alors, il pourrait croître plus rapidement quand même. Là, c'est pas un site qui est très connu, puis il pourrait aussi croître de 30%, puis qu'il se transige à 30 fois les profits. On pourrait quand même faire un bon rendement. ben c'est ça. Là, jusqu'où tu veux étirer l'élastique, c'est sûr qu'on ne suit pas l'entreprise, on n'a pas fait assez de recherches, là, mais si tu veux dire, OK, le rythme de 30% qu'il y avait avant le COVID, ça va continuer sur les 5 prochaines années. Alors oui, c'est possible de faire un rendement qui a de l'allure. Mais on n'a pas Mais de c'est marge de sécurité si on y va avec cette hypothèse-là. c'est ça. La marge de sécurité est moins là. Alors, j'aurais tendance à attendre un meilleur prix. On peut pas Mais faire un bon rendement avec des hypothèses réalistes que faire un bon rendement avec des hypothèses plus optimistes, disons. c'est ça, c'est très bien dit. Mais c'est une entreprise, je pense, de qualité qui va continuer à avoir du succès. Alors, on pourrait la suivre même un jour chez Medici. C'est le genre d'entreprise qui nous intéresse. Merci, Aaron. Parfait. Alors, on va passer à la deuxième question. José nous demande quoi choisir comme investissement dans mon fonds de pension. Les portefeuilles avec une date de retraite cible sont-ils une bonne option? Oui, c'est une Alors, bonne c'est quoi ça? question.
Qu'est-ce que c'est un fonds évolutif ou un fonds avec une date de retraite cible? En fait, c'est juste un portefeuille de fonds dans lequel la répartition change au fil du temps. Donc, plus on va se rapprocher de la retraite et plus on va avoir une forte pondération en revenus fixes au sein du portefeuille. José, elle nous parle là, des choix d'investissement qu'on peut faire au sein de son fonds de pension. Souvent, dans les régimes à cotisation déterminée ou les REER collectifs, ben, on va avoir de l'argent qui est détenu bien souvent dans une compagnie d'assurance et cet argent-là, ben, on doit l'investir et on peut choisir dans quoi c'est investi. Et ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus souvent, ben, le choix par défaut, ça va être ces fameux portefeuilles-là avec une répartition évolutive, là, disons. C'est une manière un peu mécanique de déterminer une répartition d'actifs. Puis même, je dirais, un petit peu paresseux comme manière de faire. Bien, c'est certainement pas personnalisé à la tolérance au risque du client. Ça, c'est certain. Tout le monde est mis dans le même panier. Donc, à partir de là, c'est certain qu'il y en a une partie d'entre eux qui pourrait être plus fortement pondérée en action parce qu'on remarque que dans ces portefeuilles-là, il y a au moins 35 de revenus fixes, même pour une personne qui est à 20 ou 30 ans de la retraite. Donc, c'est sûr qu'être aussi fortement pondéré dans les revenus fixes, lorsqu'on sait que les taux d'intérêt sont très, très faibles actuellement, ce qui pourrait amener à avoir des rendements décevants dans cette catégorie d'actifs-là. C'est peut-être pas la meilleure idée pour les prochaines années ou d'ici la retraite. Alors, toi, Philippe, tu conseillerais quoi finalement à José? Bien, toujours en essayant d'éviter les autres éléments qu'on aime moins de ce type de fonds-là, c'est-à-dire qu'on aime moins qu'ils soient investis dans des fonds canadiens dans lesquels on retrouve beaucoup d'entreprises du secteur d'énergie et des métaux qui n'ont pas créé de valeur pour les actionnaires là, depuis 10 ans. On aime moins aussi que ça soit investi dans les banques canadiennes qui évoluent dans un environnement déjà pleinement consolidé, là, donc qui ont plus de difficultés à faire des acquisitions. La présence de fonds alternatifs, immobiliers, tout ça, qui n'ont pas démontré leur capacité à générer un aussi bon rendement qu'un marché comme le S&P 500, par exemple. Donc, on essaierait d'éviter ces secteurs-là, puis on privilégierait pour une personne qui voudrait être fortement pondérée en action, d'être investie autant que possible dans un fonds qui reproduit le rendement du S&P 500. Donc, les actions américaines, c'est des actions mondiales. Il y a des belles compagnies innovatrices de technologie. Alors, on aime ça, puis c'est diversifié. Exactement. Il faut que ça réponde à la tolérance au risque, mais je pense que le plus important de se rappeler quand on est investi dans un fonds de pension comme ça, c'est qu'il y a des choix à la carte et l'option par défaut n'est probablement pas la meilleure. À partir de là, ben, nous, on peut accompagner nos clients dans le choix de ces fonds-là. OK. Alors, on peut passer à la troisième, qui est sur MTY. Oui, Michel nous demande qu'est-ce qu'on pense des récents résultats. Entre autres, il a été surpris de voir la hausse du titre de MTY lorsque les derniers résultats sont sortis. Donc, il voulait savoir qu'est-ce qui expliquait cette hausse-là. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas parler pour le marché, mais selon notre perspective, c'est peut-être lié au fait que, bon, les profits n'ont pas tant reculé que ça, 6 alors qu'on aurait pensé que dans une situation comme on vit présentement, les profits seraient quasiment nuls. Parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures temporaires, du moins. Donc, il y a eu un gros impact sur les revenus de l'entreprise. Il y a encore des franchises qui ont des difficultés là, liées au fait qu'ils sont dans des centres commerciaux, des tours à bureaux, il y a des restaurants avec des salles à manger. Donc, de voir une si faible baisse des profits par rapport au même trimestre l'année dernière, là, alors qu'il n'y avait pas de COVID, c'est assez exceptionnel. Ça démontre un excellent contrôle des coûts. C'est ça. Ils ont bien contrôlé les coûts dans un environnement où est-ce que les ventes totales de tout le système ils ont décru de 15 Alors, il y a ça. Il y a le fait que les deux plus gros concepts aux États-Unis, Papa Murphy et Cold Stone, ça va bien. Ils ont des ventes comparables positives. On parle d'à peu près la moitié de MTY, c'est ces deux concepts-là. Ensuite de ça, je pense qu'on était surpris de voir que le taux de fermeture n'est pas si élevé que ça.
Il est à peu près en ligne avec le passé, alors qu'on aurait cru qu'il y aurait plus de franchisés qui auraient fermé les portes. Aussi, il y a des franchisés pas mal tous les franchisés commencent à rembourser les royautés qui avaient été différées, donc la période de grâce qu'MTY les avait donnée. Donc, le fait qu'ils commencent à rembourser, c'est bon signe. Mais, comme tu dis, Phil, ça reste qu'il y a à peu près le quart des emplacements là, qui ont de la difficulté en ce moment. Là. Les tours à bureaux, c'est vide. Le trafic dans les mailles, ça a diminué de 56% là, pour les emplacements d'MTY dans les mailles. Et puis là, actuellement, ces restaurants-là, ils bénéficient des programmes gouvernementaux. Donc, ils sont en quelque sorte sur le respirateur artificiel. Puis la question qu'on se demande, c'est lorsque le respirateur artificiel va leur être enlevé, est-ce que l'environnement économique va être assez bon pour leur permettre de survivre financièrement? Là? Donc, on ne sait pas quel franchisé là, va se retrouver à ce moment-là dans une situation financière précaire, puis qui pourrait avoir à mettre la clé sous la porte, en fait. Là. C'est tout à fait ça l'enjeu qu'on a, qui continue d'être un défi, qui va continuer de l'être probablement pour la prochaine année. Alors, il n'y a pas de réponse facile à ça. C'est ça, on a un manque de visibilité sur la santé de ces franchisés-là, malheureusement. Mais tant que l'aide du gouvernement, là, tant qu'elle est là, je pense que les franchisés peuvent survivre, finalement. Essentiellement, on a été très contents des résultats, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Oui, je pense que c'est bien résumé. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. C'est ce qui conclut notre 48e web émission. Si vous avez des questions pour le mois prochain, vous pouvez nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca. Merci beaucoup, Aaron. Merci à toi, Philippe. À la prochaine.